Mes chers amis lecteurs, bienvenue sur Déclic Lecture. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que, comme moi, vous aimez les livres, vous respectez les mots, et vous croyez sincèrement au pouvoir transformateur de la littérature. Nous sommes une communauté d'amateurs de lecture, unis par la recherche d'histoires qui nous font grandir, réfléchir ou simplement ressentir quelque chose de vrai. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour partager un coup de cœur. Je suis là pour partager mon plus grand, mon plus brûlant, mon plus viscéral coup de gueule littéraire. Aujourd'hui, je dois vous demander, pour le bien de votre esprit critique, pour le bien de votre temps précieux, et oui, pour le bien de la littérature elle-même, arrêtez de lire ce genre de livre. Je parle d'un phénomène éditorial qui a submergé nos librairies, inondé nos piles à lire, et qui, selon moi, fait plus de mal que de bien à la culture de la lecture. Je parle de ces livres que l'on qualifie souvent, avec un air de condescendance bienveillante, de littérature d'évasion légère. Je parle, vous l'avez deviné, de la littérature feel good. Respirez profondément. Je sais ce que vous pensez. Vous êtes peu être en train de vous demander pourquoi tant de violence? Déclic lecture. Qu'y a-t-il de mal à lire un livre qui nous fait du bien? C'est là que réside le piège. Ce n'est pas parce qu'une chose est agréable qu'elle est bonne. Le sucre est agréable, mais en consommer exclusivement vous prive des nutriments essentiels. La littérature feel good, dans sa forme la plus omniprésente et diluée, est le fast-food de l'esprit. C'est délicieux sur le moment. C'est facile à digérer. Mais à long terme, elle vous laisse affamé de substance et affaiblit votre capacité à apprécier la véritable complexité. Et je vais vous prouver, argument par argument, que cette vague de lecture réconfortante n'est pas une simple mode. C'est une prise de contrôle émotionnel et narrative sur notre rapport au monde. Et nous allons décortiquer ensemble pourquoi. Le grand mensonge de l'optimisme forcé, le fondement de mon coup de gueule, repose sur un mensonge. Le feel good nous vend l'idée que les problèmes de la vie, la souffrance, le deuil, l'échec, peuvent être résolus en 400 pages, souvent par une succession de coïncidences heureuses et de leçons de vie simplistes. Je n'ai jamais été un cynique. Je suis le premier à chercher l'espoir dans les pages d'un roman. Mais l'espoir ne devrait pas être synonyme de déni. L'espoir, le vrai, celui que l'on trouve chez Camus, chez Duras, ou même chez des auteurs plus contemporains comme Toni Morrison, est gagné au prix d'une introspection douloureuse et d'une confrontation honnête avec la noirceur du monde. Le feel-good nous offre une résolution à bas prix. Il nous promet que si nous changeons de travail, partons vivre à la campagne ou buvons un café dans la rue la plus charmante de Paris, nos angoisses disparaîtront comme par magie. C'est une fuite paresseuse. Nous, lecteurs français, avec notre riche tradition littéraire qui a toujours exploré l'absurde, la condition humaine et les failles de l'âme, devrions nous méfier de cette importation culturelle qui nous demande de lisser nos émotions complexes. Le cœur de cette introduction, ce qui doit vous accrocher pour les 60 prochaines minutes, est la démonstration que je vais faire. Comment le feel-good utilise 3 techniques narratives que j'appelle les 3 piliers du fast-food littéraire pour vous rendre dépendant. Pilier numéro 1. La psychologie de comptoir. C'est ma plus grande frustration. Le feel-good prétend être de la littérature, mais il agit trop souvent comme un guide de développement personnel déguisé. L'intrigue n'est plus au service de la beauté du langage ou de la vérité humaine. Elle est un simple véhicule pour délivrer des maximes éculées et des conseils de coaching simplistes. Les personnages ne sont pas des êtres humains nuancés. Ce sont des archétypes de la rédemption. Nous avons le personnage principal, toujours au bord du burn-out, ou fraîchement divorcé, dont la seule ambition est de trouver le bonheur. Ce n'est pas une quête, c'est un cahier des charges. Le rôle du livre n'est pas de vous dire « souriez et la vie vous sourira ». Le rôle d'un grand roman, d'un déclic lecture, est de vous forcer à contempler la possibilité que la vie soit brutale, injuste,
et que malgré cela, l'humanité persiste dans sa quête de sens. C'est dans l'affrontement de la tragédie que naît la catharsis, pas dans la dénégation. Je vais vous montrer, en prenant des exemples précis de passages que j'ai lus, comment la complexité émotionnelle est systématiquement évitée. Les larmes ne durent que le temps d'une page. Le drame n'est qu'un prétexte pour la résolution rapide. L'authenticité des émotions est sacrifiée sur l'autel de la finalité heureuse, garantie. Imaginez Les Misérables avec une fin où Jean Valjean gagne au loto et fonde une start-up de boulangerie éthique. C'est absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'essence même de ce que l'on nous sert aujourd'hui. Pilier numéro 2. L'esthétique de la carte postale. L'autre grande faille de ce genre, c'est son manque total de paysage intérieur. Tout se passe à l'extérieur. L'intrigue est souvent dépendante d'un déménagement forcé ou d'un voyage initiatique, souvent en Italie, à Bali ou dans un village pittoresque français. L'auteur ne s'intéresse pas à votre psyché, mais à votre envie d'évasion. Le décor est décrit avec une précision instagrammable. Les vieilles pierres, le café artisanal, le soleil qui dort les champs, ces descriptions ne servent pas à construire une atmosphère ou à refléter l'état d'âme du personnage. Elles sont là pour vous faire dire « je veux être là ». Mais un grand livre vous force à vous sentir dans un endroit bien plus difficile d'accès, dans la tête de quelqu'un d'autre. Il vous force à vivre sa contradiction, son doute, sa folie. Le feel-good, en revanche, utilise la géographie comme une simple béquille. Le problème n'est pas en vous, le problème est dans votre environnement. Changez de décor et vous changerez de vie. C'est une vision du monde dangereusement simpliste, car elle externalise le travail intérieur que seule la vraie littérature ose exiger. Je vais analyser comment le langage lui-même est appauvri par cette obsession de la légèreté. Les métaphores sont rares, les phrases sont courtes, le vocabulaire est limité au joli, au doux et au chaleureux. Il n'y a pas de place pour la rugosité du langage, celle qui nous rappelle que lire est parfois un effort, mais un effort qui en vaut la peine. Pilier numéro 3. La trahison de la quête. Enfin, la lecture feel-good trahit le concept même de la quête narrative. Dans toute grande histoire, la quête est difficile. Le héros échoue, il est brisé, il doit faire face à des forces qui le dépassent. Pensez au comte de Monte Cristo, à Don Quichotte, ou même au personnage de l'étranger. Dans le feel-good, le personnage obtient ce qu'il veut, non pas grâce à un effort herculéen, mais grâce à la chance ou à l'intervention d'un personnage secondaire mystique, le vieux sage, la grand-mère excentrique, le voisin philosophe, qui lui donne la leçon dont il a besoin. Ceci nous renvoie à une culture du divertissement passif. L'effort n'est pas nécessaire, la sagesse peut être achetée ou donnée. Mais le véritable déclic lecture se produit lorsque vous réalisez que l'auteur vous a donné les outils pour trouver vous-même la réponse dans la complexité du texte. L'objectif de cette vidéo d'1 heure n'est pas de brûler vos livres. L'objectif est de vous fournir les outils critiques pour discerner la différence entre une lecture qui vous distrait pour un moment et une lecture qui vous construit pour la vie. Car au fond, mon cher lecteur, si vous lisez pour ne pas avoir à réfléchir, pour éviter l'inconfort, alors vous utilisez le livre comme une drogue douce. Et c'est le rôle de Déclic Lecture de vous faire prendre conscience que le risque, c'est de perdre le goût de la vraie littérature. Celle qui dérange, celle qui élève, celle qui est vitale. Alors, restez avec moi. Pendant cette heure, nous allons plonger dans l'anatomie de cette littérature de facilité. Nous allons explorer pourquoi elle connaît un tel succès commercial et surtout, nous allons découvrir ensemble les alternatives puissantes qui vous attendent. Préparez-vous à 1 heure de discussion passionnée, parfois brutale, mais toujours honnête. Le voyage vers le vrai déclic lecture commence maintenant. Nous avons établi que le feel-good n'est pas un genre innocent. Il est une littérature de l'évitement, reposant sur la psychologie de comptoir, l'esthétique de carte postale et la trahison de la quête narrative. Mais si c'est si mauvais,
entre guillemets bien sûr, pourquoi est-il si populaire? Pourquoi des millions de lecteurs, hommes et femmes, continuent-ils de se jeter sur ces titres? La réponse est simple, et elle est double. Le marketing de la culpabilité et la simplification sécurisante. Le marketing de la culpabilité est un fléau moderne. L'industrie éditoriale, poussée par les algorithmes des plateformes et la recherche du best-seller immédiat, a appris à nous vendre ses livres non pas comme des œuvres d'art, mais comme une thérapie à bas coût. Les couvertures sont conçues pour crier « Arrêtez de stresser ! Prenez une pause ! L'accroche promet que cette lecture sera votre unique moment de calme dans votre vie surmenée. » Ceci crée un cercle vicieux. Plus notre vie est rapide et exigeante, plus nous nous sentons coupables de prendre du temps pour nous. Le feel good est positionné comme la solution rapide et facile à cette culpabilité. Il nous dit « Vous n'avez pas le temps pour un guerre épais ? Pas de problème. Voici un livre qui vous donnera les mêmes sensations en moins de 3 heures, sans effort intellectuel. » C'est une insulte à l'intelligence du lecteur. La littérature, la vraie, n'est pas censée être un pansement. Elle est censée être un miroir grossissant qui parfois vous montre une image que vous n'aimez pas, mais dont vous avez besoin. En réduisant la lecture à un simple outil de relaxation, on dévalorise la fonction essentielle du livre, celle d'aiguiser notre esprit et notre empathie. Pire encore, ces livres sont souvent vendus avec une certaine validation morale. On vous fait croire que lire ces histoires, c'est être une personne meilleure, plus positive. On vous culpabilise si vous préférez un roman noir qui expose les failles sociales ou existentielles. Vous êtes alors considéré comme trop sombre, trop exigeant. C'est un conformisme émotionnel que la vraie littérature a toujours combattu. Le déclic lecture doit être une confrontation, pas une caresse. Le danger de la simplification sécurisante. Le second moteur de la popularité du feel-good est la simplification sécurisante. Dans un monde où les crises climat, politique, économie sont complexes, anxiogènes et sans solution claire, ces livres offrent une retraite idéologique. Ils nous permettent de croire qu'il existe un ordre moral fondamental et immuable. Les méchants sont toujours punis, les gentils trouvent toujours l'amour, et la solution est toujours à portée de main, souvent sous la forme d'une lettre oubliée ou d'une rencontre fortuite. Cette simplification est dangereuse. Elle désarme le lecteur face à la réalité. Si vous passez votre temps à lire des récits où chaque obstacle mène à un chemin lumineux prédéfini, vous développez une intolérance à l'ambiguïté, à l'échec et à la nécessité de l'effort soutenu. Je vais vous donner un exemple criant, que l'on retrouve dans presque tous les best-sellers de ce genre. C'est la dramatisation superficielle. Un personnage perd son travail. C'est un drame. Mais ce drame dure 6 pages. Puis, grâce à l'aide d'un libraire philosophe et une phrase inspirante trouvée sur un marque-page, le personnage trouve une voie nouvelle, plus authentique et bien sûr plus rémunératrice. Où est la véritable angoisse de l'incertitude? Où est la lutte pour payer le loyer? Où est la rage, la dépression, le sentiment d'humiliation qui accompagne la perte? Le feel-good élague ces complexités, car elle ralentirait la marche vers le bonheur obligatoire. Un roman ne devrait pas être un mensonge réconfortant. Il devrait être un lieu de refuge armé, où l'on affronte le malheur en compagnie de grands esprits afin de mieux comprendre le nôtre. En lisant Tchekhov ou Faulkner, on ne se sent pas immédiatement bien, mais on se sent moins seul dans la complexité de l'existence. On obtient une perspective, ce qui est infiniment plus précieux que la fausse joie. La solution: redonner de l'exigence à la lecture. Alors, que faisons-nous maintenant? Je ne vous demande pas de devenir des snobs littéraires. Je vous demande de devenir des lecteurs exigeants pour vous-même. Le remède à cette littérature de facilité n'est pas l'austérité, mais la richesse. Il existe un immense continent de livres qui sont profondément réconfortants sans être feel-good. Ces livres, que j'appelle la littérature du vrai réconfort, sont ceux que vous devriez privilégier. Ils offrent de la lumière après la traversée.
Il ne nie pas le tunnel. Pensez à l'humanité chez Giono, ou à l'émerveillement face à la nature chez Jim Harrison. La beauté est gagnée, et non pas distribuée au premier chapitre. Il crée de l'empathie par l'ombre. Il vous oblige à comprendre le monstre en vous et chez l'autre. En lisant les classiques, le roman noir, ou la littérature contemporaine engagée, vous sortez de votre bulle, et vous vous connectez aux expériences humaines universelles, le deuil, l'injustice, la résilience. C'est le véritable travail du roman. Je vais vous donner un exemple criant, que l'on retrouve dans presque tous les best-sellers de ce genre. C'est la dramatisation superficielle. Un personnage perd son travail. C'est un drame. Mais ce drame dure 6 pages. Puis, grâce à l'aide d'un libraire philosophe et une phrase inspirante trouvée sur un marque-page, le personnage trouve une voie nouvelle, plus authentique, et bien sûr, plus rémunératrice. Où est la véritable angoisse de l'incertitude? Où est la lutte pour payer le loyer? Où est la rage, la dépression, le sentiment d'humiliation qui accompagne la perte? Le feel-good élague ces complexités, car elle ralentirait la marche vers le bonheur obligatoire. Un roman ne devrait pas être un mensonge réconfortant. Il devrait être un lieu de refuge armé, où l'on affronte le malheur en compagnie de grands esprits, afin de mieux comprendre le nôtre. En lisant Tchekhov ou Faulkner, on ne se sent pas immédiatement bien, mais on se sent moins seul dans la complexité de l'existence. On obtient une perspective, ce qui est infiniment plus précieux que la fausse joie. La solution: redonner de l'exigence à la lecture. Alors, que faisons-nous maintenant? Je ne vous demande pas de devenir des snobs littéraires. Je vous demande de devenir des lecteurs exigeants pour vous-même. Le remède à cette littérature de facilité n'est pas l'austérité, mais la richesse. Il existe un immense continent de livres qui sont profondément réconfortants sans être feel-good. Ces livres, que j'appelle la littérature du vrai réconfort, sont ceux que vous devriez privilégier. Ils offrent de la lumière après la traversée. Ils ne nient pas le tunnel. Pensez à l'humanité chez Giono ou à l'émerveillement face à la nature chez Jim Harrison. La beauté est gagnée et non pas distribuée au premier chapitre. Il crée de l'empathie par l'ombre. Il vous oblige à comprendre le monstre en vous et chez l'autre. En lisant les classiques, le roman noir ou la littérature contemporaine engagée, vous sortez de votre bulle et vous vous connectez aux expériences humaines universelles, le deuil, l'injustice, la résilience. C'est le véritable travail du roman. Ils enrichissent votre langage. Ils ne se contentent pas d'une prose fonctionnelle. Le style est une partie du plaisir. Il nous rappelle que la langue française est un trésor, une boîte à outils pour nommer nos émotions les plus subtiles. Je m'engage, ici, sur Déclic Lecture, à vous fournir désormais des alternatives spécifiques à chaque fois qu'une nouvelle vague de feel-good déferlera. Si un livre vous promet de retrouver le sens de votre vie en 3 jours, je vous offrirai l'équivalent littéraire qui pose la question du sens avec une profondeur historique et philosophique, souvent un roman russe ou un essai français. Si un livre utilise un voyage pittoresque comme échappatoire facile, je vous recommanderai des romans où le voyage est une mue douloureuse et transformatrice, où la destination est moins importante que ce que le voyage révèle de soi. L'appel de Déclic Lecture. Choisir la littérature vitale. Mon coup de gueule n'est pas contre vous. Il est contre un système qui vous pousse à sous-estimer votre propre capacité à apprécier la grandeur. Vous êtes capable de plus que de la simple distraction sucrée. Je vous demande de faire un choix conscient. Voulez-vous que votre lecture soit une pilule de bonheur éphémère ou une vitamine essentielle pour votre esprit? Nous devons exiger davantage des auteurs, des éditeurs et surtout de nous-mêmes. Un grand livre est celui qui vous met face à vous-même, sans phare, qui vous laisse après sa lecture un vide, non pas parce qu'il vous manque, mais parce qu'il a laissé un espace en vous où la réflexion, la nuance et le doute peuvent prospérer. Alors, pour résumer ce long plaidoyer,
Arrêtez de lire ces livres qui promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Commencez à lire des livres qui célèbrent la complexité de la vie tout en vous offrant une véritable perspective, un véritable réconfort issu non pas du déni, mais de la vérité. C'est là que se trouve le vrai déclic lecture. C'est le moment de laisser les miettes et de se nourrir de la substance. Je vous invite maintenant à me rejoindre dans l'espace commentaire pour me dire quel est le livre qui, selon vous, est le plus coupable de cette simplification. Et plus important, quel est le livre qui vous a vraiment construit, même s'il ne vous a pas rendu immédiatement heureux? Engageons le débat.